13e édition du Paris Air Forum organisée par les rédactions de La Tribune et d'Arrêt Cosmos. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Éric Béranger, PDG de MBDA, Benoît Laroche de Roussanne, directeur de l'industrie de défense pour la DGA, Emmanuel Levacher, président du J4 et directeur général d'Arcus, mais bon, ça sera plus en votre qualité de président du J4 que vous interviendrez ce matin. Et enfin Mathieu Louveau, le nouveau directeur général d'Airbus Hélicoptère. Félicitations pour votre nomination qui date de fin avril, c'est ça? Ouais, voilà. Début avril, pardon, tant pour moi. Messieurs, merci à tous les quatre d'être avec nous pour échanger sur un thème ô combien complexe, mais aussi ô combien d'actualité. Reconstruire la masse industrielle est-elle vraiment possible en temps de paix? Depuis les déclarations d'Emmanuel Macron au salon Eurosatory de 2022 et ce concept d'économie de guerre, la France n'était pas en guerre en 2022, elle ne l'est toujours pas en 2026. Néanmoins, les menaces sont de plus en plus présentes et pesantes, sans parler d'un allié américain qui vacille. C'est dans ce contexte que les acteurs industriels français multiplient les annonces d'investissement pour doper leur capacité de production de notre industrie de défense. Les banques, elles, se mettent enfin à financer ce secteur. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question à tous. Vous aurez la même question d'introduction et au moins on rentrera dans le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Éric. On avait déjà parlé un petit peu de ça l'an dernier, donc on va recommencer sur ce même sujet. On parle beaucoup, notamment dans l'intelligence artificielle, d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on est aussi face à une bulle dans l'industrie de défense quand on voit tous les investissements annoncés, tous les financements débloqués? Est-ce que, avec une pluie de commandes, est-ce qu'on peut parler de bulle aujourd'hui autour de l'industrie de défense? Alors j'aimerais bien, mais je pense que malheureusement non. Je pense que ce qu'on voit tous, c'est qu'on a vraiment changé de monde. On est à un point d'inflexion, si je puis dire. On est du monde du droit international au monde de la force brutale. Ça, c'est un fait. Et je pense qu'on n'en a pas encore vu toutes les conséquences. Et le résultat de ce changement de monde, c'est qu'on voit tout un tas de nations, dont les nations européennes, qui en tirent les conséquences et qui augmentent effectivement massivement leurs demandes, leurs besoins en termes d'armement. Je le regrette parce que ça veut dire qu'on est rentré dans un monde beaucoup plus agressif, beaucoup plus difficile. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Et je pense qu'on est en train de s'adapter à ça. Donc, et s'adapter à ça, ça veut dire deux choses pour des nations qui ne sont pas en guerre. Ça veut dire, être capable de faire face à un premier choc initial, si un premier choc initial malheureusement se produit. Ça veut dire avoir des stocks, d'où l'état d'urgence, si je puis dire. En ce moment, on est ce qui prime, c'est vraiment ce sentiment d'urgence sur le fait d'être capable de construire tous ces stocks un peu partout, dans tous les pays. Et puis, en même temps, et ce en même temps n'est pas évident, mais c'est ce qu'on est en train de faire, c'est donner de la profondeur aux industries de défense pour après, une fois le premier choc passé, être capable de continuer à fournir et à soutenir les efforts et les besoins de nos forces armées. Et c'est ça l'adaptation de la base industrielle de défense un peu partout. On reviendra dans quelques instants un peu plus dans le détail sur les investissements, justement, certains que vous avez annoncés hier, si je ne dis pas de bêtises. Emmanuel Levacher, même question pour vous. Est-ce qu'il est juste ou est-ce que vous partagez la vision d'Éric sur cette potentielle bulle autour de l'industrie de défense, ou est-ce que c'est erroné de parler de bulle? Bonjour à tous. Oui, bien sûr, je partage cette vision. Pour moi, il n'y a pas de bulle. Une bulle, ça supposerait qu'il y ait une sorte d'offre qui gonfle par rapport à une demande qui est un peu spéculative et que la demande pourrait d'un seul coup s'évaporer, ce qui est malheureusement pas le cas. Effectivement, on est plutôt dans une situation où cette demande de produits de défense va durer. Donc, il n'y a pas, à proprement parler, une bulle. D'autre part, je pense qu'on n'est pas non plus dans une situation spéculative et plutôt dans une situation de rattrapage. C'est-à-dire on repart d'un niveau qui était extrêmement bas
Et l'objectif, c'est évidemment de reconstituer des capacités pour faire face. Et donc, ce rattrapage, ça suppose qu'au contraire, l'offre court un peu après la demande, qui elle-même est à un niveau extrêmement élevé potentiellement. Mais je rejoins aussi ce que disait Eric sur cette notion de la nécessité de construire des capacités qui pourraient être utilisées au cas où. Donc, il y a aussi cette notion finalement de construire des capacités de production qui sont à disposition pour éventuellement pouvoir produire au coup de sifflet bref si c'était nécessaire. Et ça, c'est toute la difficulté puisqu'évidemment, cet exercice-là, il faut le financer. On va parler dans quelques instants justement de ce côté on-off, si on peut se permettre. Mathieu Louveau, j'aimerais continuer avec vous. Alors, justement, est-ce que vous partagez ou pas ce terme de bulle? Et sinon, voilà, est-ce que vous partagez ce constat qui vient d'être fait sur est-ce que c'est finalement juste une remise à niveau, une sorte de rattrapage, finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'industrie de défense? Où est la subtilité entre ces deux termes? Non, je partage totalement le point de vue d'Éric et d'Emmanuel. Éric a parlé du nouveau contexte et il est là sans doute pour durer. À vrai dire, on n'en sait rien, mais on est obligé de s'y préparer. Je pense aussi qu'il y a un effet de rattrapage. Il y a eu effectivement un sous-investissement pendant une longue période. Donc, il y a nécessairement un sursaut lorsqu'on rattrape plusieurs années de sous-investissement. Le troisième élément qui, à mon avis, est durable, c'est qu'on est 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on n'est plus dans une situation où l'Europe peut décemment se dire que pendant des siècles ou des décennies, elle va se reposer sur les Américains et va se mettre à la merci des électeurs du Wisconsin ou du Michigan tous les 4 ans pour savoir si elle va être défendue ou non. Donc l'Europe doit se défendre par elle-même et ça implique un niveau d'investissement qui est beaucoup plus important. Les Américains ont investi entre 3 et 5% de leur PIB dans la défense pendant des années. L'Europe était plutôt entre 1 et 2. C'est un déséquilibre qui ne pouvait pas durablement rester, sachant que l'Europe est plutôt dans une zone un peu plus menacée que les États-Unis. Donc, je pense qu'il y a un élément extrêmement durable sur ce point. Ensuite, sur la manière d'absorber la bulle, je crois qu'il y a la nécessité, les points que soulevait Emmanuel sur la nécessité d'anticiper, de préparer les capacités. Il y a aussi la dualité. Et dans certaines industries, c'est sans doute moins vrai effectivement des missiles, mais dans les hélicoptères, le fait d'avoir une industrie duale qui a aussi un marché civil profond, ça offre une capacité de sursaut qui permet beaucoup plus facilement d'absorber les fluctuations de demande dans le militaire. Dernière question introductive pour vous, Benoît. Je le rappelle, donc vous êtes directeur de l'industrie de défense à la DGA. Votre regard sur justement ce terme de bulle et ou au contraire ce rattrapage dans l'industrie de défense, ou comment vous voyez les choses? Merci beaucoup, bonjour à tous. Je souscris à tout ce qui vient de dire. Je pense que vraiment le terme de bulle et surtout la comparaison que vous suggériez au début avec ce qui se passe au LIAN n'est vraiment pas du tout la même situation. Je vais parler à la fois du volet offre et demande. Pour commencer par la demande, non, les demandes actuelles, c'est le réarmement de l'Europe, c'est le réarmement de tous nos partenaires, avec effectivement, alors la France avait depuis 2017 commencé à augmenter significativement avec une pente plus douce ses dépenses militaires. Tous nos partenaires font de même maintenant parce que tout le monde réagit à un contexte géopolitique dans lequel les crises s'enchaînent. Les crises sont malheureusement probablement là pour durer, mais surtout ces crises révèlent un besoin structurel d'investissement pour avoir des capacité à faire face au premier choc, beaucoup plus importante peut-être que ce que certains avaient imaginé ou anticipé. Donc du côté de la demande, elle est en très très forte hausse. Et pour moi, c'est vraiment pas une bulle, c'est un mouvement structurel de fond qui est amené à durer, qui est nécessaire et qui est sans doute souhaitable. Ce qu'on voit plutôt, c'est que tous les investissements qui sont annoncés, ils sont surtout là pour essayer de courir après cette demande, d'essayer d'adapter le plus rapidement possible. D'ailleurs. Oui, mais là c'est plutôt en fait une course industrielle pour essayer d'offrir des réponses dans des timings et dans des délais de livraison raisonnables à la demande très forte qui s'exprime. Donc les investissements qui sont annoncés et qui sont très, très importants sont surtout là pour faire ce rattrapage dont tu parlais, Emmanuel, pour que les capacités de production qui avaient pu baisser soient en mesure d'apporter des réponses à cette demande qui n'est pas une bulle. Donc globalement, on n'a pas une bulle, on a plutôt une demande structurellement en hausse et un besoin de se réindustrialiser pour rattraper et faire face dans les bons délais à cette demande et faire des offres qui soient intéressantes. Après, je vous rassure, ma comparaison était volontairement grossière. Je voudrais rebondir sur ce que disait Emmanuel Levacher il y a quelques instants avec vous, Éric Béranger. Justement, comment, quand on est un industriel comme vous, comment on fait pour jongler, entre guillemets, entre les fluctuations potentielles du marché? Alors c'est vrai que là, en ce moment, il n'y a pas de fluctuation. En tout cas, il y a une course à
à la hausse, si on peut dire les choses ainsi. Comment on fait justement pour avoir un outil industriel agile, capable de faire on-off quand on parle de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions, de milliards, même pour votre cas, d'investissement. Enfin, comment on peut concilier cette potentialité fluctuation du marché avec des sommes engagées comme vous. Je crois qu'on parle d'un plan d'investissement de 5 milliards d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises, pour votre cas. Voilà, comment on fait pour jongler dans cet environnement, justement? Alors, effectivement, pour nous, c'est ce que j'ai annoncé en avril, notre plan actuel. Notre plan actuel, c'est... Il pourrait y en avoir un nouveau ? C'est des choses qu'on vient d'en discuter, hein. Tout évolue en permanence en ce moment, hein. Notre plan actuel, c'est effectivement 2 fois plus que ce qu'on avait annoncé l'année précédente. C'est 5 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030 pour l'ensemble du groupe de MBDA, dont à peu près 2 milliards pour la France. Et effectivement, vous avez... certaines personnes ce matin m'en ont parlé encore. Nous avons annoncé la création d'un nouveau site dans la région d'Orléans, par exemple, pour la France. Je ne crois pas trop au on-off dans le monde industriel. Smart mass, peut-être. Je crois, on est effectivement sur des outils industriels assez sophistiqués, sur lesquels aujourd'hui il est absolument nécessaire d'investir. Et pour produire des choses qui peuvent être assez sophistiquées, en fait, vous avez 2 mondes. Vous avez le monde, effectivement, qu'on appelle le high-end, les choses qui sont sophistiquées, et puis ce que vous appelez la smart mass. Aujourd'hui, ce qu'on voit, on l'a vu par exemple dans les événements en Iran, dans les 96 premières heures de l'intervention américaine en Iran, ils ont utilisé à peu près 60%. Pour 60%, c'était des choses qu'on appelle high-end, et pour 40%, c'était de la masse. Et donc, on voit bien que c'est les deux, en fait. Et on a besoin absolument des deux. Et donc, on est en train de tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour se préparer à ça, hein. On a déjà expliqué. Entre 2023 et 2025, on a pu multiplier par 2 notre production. On prévoit de faire encore plus 40%, enfin c'est notre plan actuel pour 2026. Pour l'Aster, qui est extrêmement demandé, ça sera même x2. Si je parlais du plan d'investissement pour la France, pour ce qui est des objets français, on prévoit même de faire x6 entre 2023 et 2030. Donc vous voyez que c'est assez phénoménal. Et encore une fois, c'est notre plan actuel, parce que tous ces plans-là, c'était avant les événements en Iran. Donc ça, c'est les objets que j'appellerais un peu plus sophistiqués. Pour revenir sur la smart mass, là on est sur des domaines où en fait pour nous l'enjeu c'est de travailler avec des partenaires, puisque il y a des gens dans le marché qui savent faire des drones, il y a des gens du monde automobile qui savent produire des choses en grande quantité. Nous, on a une particularité, c'est qu'on sait transformer des objets en système d'armes, c'est-à-dire des choses qui font ce que vous voulez, quand vous le voulez et où vous le voulez. Ça, c'est une compétence assez particulière. Et donc, en associant ces 2 mondes, on est capable, effectivement, et c'est ce qu'on fait. Donc, récemment, la dernière coopération que nous avons mentionnée, c'est une coopération avec Alta-Ares, mais on coopère avec beaucoup d'autres acteurs de ce monde-là. Et dans ce monde-là, dans le monde de la smart mass, je pense que là, également, pour reprendre le point de Mathieu, il y a des possibilités également de faire jouer la dualité, ce qui permet effectivement, là aussi, de rendre l'outil industriel éventuellement adaptable, mais pas de façon on-off. On-off, c'est trop brutal pour un monde industriel comme le nôtre. Alors concrètement, vous avez des petits partenariats à nous donner ce matin? Parce que vous nous avez trop dit sans rien dire pour le coup. Non, mais vous êtes un bon politicien. Vous êtes pas mal. Ah non, je suis pas du tout politicien.
Non, mais on en a déjà annoncé pas mal. Vous avez vu le one-way effector qu'on a développé par exemple avec Aviation Design. On a déjà mentionné qu'on travaille avec des gens comme Altares. On travaille également avec son nom m'échappe, donc ça me reviendra tout à l'heure et je vous le dirai. Mais je vous lâche pas, je reviendrai sur votre cas un peu après, Éric Béranger. Je continue avec vous, Mathieu Louveau. On en avait parlé un petit peu l'an dernier avec votre prédécesseur, mais vous avez lancé un lourd plan d'investissement sur le site de Marignane, sur votre usine de Marignane d'Airbus Hélicoptère. Première question, est-ce que c'est un investissement que vous auriez activé, si je peux me permettre l'expression, en temps de paix relative. Et ma deuxième question dans la continuité de celle-ci, c'est est-ce que vous sentez un avant-après février 2022 et le début de la guerre en Ukraine sur les prises de commandes notamment, et est-ce que là, par exemple, aussi le conflit au Moyen-Orient, est-ce que ça fait frémir un petit peu les commandes? J'ai vu que vous avez officialisé il y a quelques jours une commande de la Roumanie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Est-ce que ces éléments-là ont un impact assez rapidement sur le plan commercial? Alors je vais commencer par la deuxième question, puis je reviendrai sur la première. Oui, on voit un impact, mais il n'a pas été instantané après 2022. L'impact, on le voit très clairement sur l'année dernière. Airbus, dans sa globalité, a pris 25 milliards de commandes de défense. C'était la première fois qu'il y avait des commandes aussi importantes, quasiment la moitié sur les hélicos. Et en particulier une très grande commande l'année dernière, c'est une très grande commande de l'Espagne, d'une centaine d'hélicoptères, dont une trentaine de NH90, 50 H145. L'Allemagne a commandé 82 H145 militaires au cours des dernières années, et la France avait pris un peu d'avance avec les contrats HIL, une commande de 160 appareils pour les 3 armées. Donc, et je dirais que le HIL était là de toute façon indépendamment de la guerre en Ukraine. En revanche, je pense qu'en Espagne ou en Allemagne, on a clairement senti une urgence plus forte à investir, à se rééquiper, qui est clairement liée au contexte. Donc ça a mis un petit peu de temps, et ça a mis un petit peu de temps aussi, je pense, parce qu'il y a eu un tout petit peu d'interrogation au début de la guerre en Ukraine sur l'emploi de l'hélicoptère, parce que les Russes en particulier ont connu des pertes importantes dans les premiers mois. Et je pense qu'on est maintenant clairement au-delà de ça. Un quart des Shahed abattus en Ukraine sont abattus par des hélicoptères. Les hélicoptères ont clairement été sans doute la plus efficace ligne de défense des Émirats arabes unis contre les drones iraniens. Et donc on redécouvre tous les jours à quel point l'hélicoptère est versatile et aussi beaucoup mieux protégé qu'on ne le dit lorsqu'il peut voler au ras du sol en vol tactique et quasiment indétectable. Donc d'abord il a été reconfirmé comme un outil essentiel dans tous les scénarios de combat, et pas uniquement le scénario ukrainien mais aussi le scénario vénézuélien ou le scénario iranien. Et donc tous les pays ont compris l'importance de remettre à jour leur niveau d'équipement, de renouveler leurs anciennes flottes et de les accroître. Donc oui, ça joue sur nos commandes. Et donc notre plan d'investissement, il est tiré par les deux marchés, par le marché civil et par le marché militaire. Et je pense que c'est là effectivement que la dualité est puissante, puisqu'on amortit un investissement de ce type sur un marché beaucoup plus profond. C'est un investissement qu'on décide nous-mêmes. On n'est pas tributaire d'une commande spécifique de la part de Benoît ou de la DGA pour le faire. On le fait parce qu'on fait notre estimation globale du marché qui inclut le militaire. Et donc c'est plus de 600 millions d'euros investis dans l'outil industriel à Marignane, des sommes quasiment comparables à Donauwörth, avec le renouvellement de l'ensemble de notre outil de production d'ensemble mécanique, qui sont les pièces les plus critiques de l'hélicoptère, les boîtes de transmission et les rotors, avec une digitalisation et toute une traçabilité numérique intégrale de la chaîne de production pour beaucoup plus de qualité et d'efficacité. Vous parlez de dualité tout à l'heure. Vous, comme on est sur du matériel lourd, c'est vrai que du coup, les investissements sont plus conséquents et les prises de décision sont plus longues aussi naturellement. C'est obligatoire sur vous, sur votre marché, cette dualité justement pour faire face aux fluctuations éventuelles. Alors je me permettais l'expression on-off tout à l'heure, mais finalement voilà, le secret il est plus là dans cette dualité aussi que soulignait Éric. Pour un constructeur européen, oui, je pense que c'est indispensable. Lorsqu'on a la profondeur et je dirais l'homogénéité du marché du Pentagone aux États-Unis par exemple, on peut se permettre de se focaliser intégralement sur le marché militaire. Lorsqu'on est européen, on est obligé de s'habiller sur cette dualité qui a aussi beaucoup de bénéfices. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu un appel de la part des gouvernements à l'industrie, mais investissez, prenez votre risque, développez sur vos fonds propres.
L'avantage des duals, c'est qu'on peut le faire. Et c'est un modèle qu'Airbus connaît évidemment dans les avions. On a investi, on essaye de définir le meilleur hélicoptère, le meilleur avion pour le marché parce qu'on le connaît. On le développe sur nos fonds et on espère bien sûr qu'on va le vendre si c'est un bon avion ou un bon hélico. Et donc le modèle en Europe, en tous les cas, fonctionne mieux. Je sais que ça ne peut pas s'appliquer à toutes les industries, mais ça marche bien pour l'hélico. Peut-être un point sur les réserves de capacité. Si on veut être en mode on-off, si on veut pouvoir appuyer sur un bouton, augmenter la production, il faut avoir un outil qui est prêt à monter en charge très vite. Mais ça veut dire que c'est un outil qui est vide en temps de paix. C'est évidemment la même chose. Et un outil vide, ça peut être difficile à entretenir, surtout les compétences humaines, elles, si elles ne sont pas utilisées, elles ne se conservent pas. Donc c'est extrêmement compliqué de garder une capacité inutilisée, prête à monter en charge sur un sursaut. C'est là qu'être plongé dans un marché plus profond est clairement un avantage, et que l'export est aussi très important pour réguler la demande et lisser les cycles. Avant de donner la parole à la DGA, j'aimerais revenir avec vous, Emmanuel Levaché, justement sur ce qui vient d'être dit, sur ces plans d'investissement mis en avant par Airbus Hélicoptères et MBDA. Dans la filière française, on le voit, il y en a de nombreux qui sont annoncés à différentes échelles, des PME, des ETI aussi se mettent à la page. Mais j'ai envie un peu de me faire le poil à gratter quand même. Est-ce que finalement, c'est pas périlleux quand même en cas de retournement? Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une prise de risque prise par ces industriels? Alors, MBDA et Airbus Hélicoptères ont certainement les reins assez solides pour absorber des fluctuations de marché. Dans la filière, vous qui en êtes le représentant aujourd'hui, est-ce que des PME, des ETI peuvent se permettre ces fluctuations de marché? Oui, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Et bon, les grands exemples qui viennent d'être cités sont tout à fait parlants. Mais effectivement, dans une filière comme l'industrie de défense terrestre française, il y a près de 500 entreprises adhérentes au J4. 80% sont des PME. Et beaucoup d'ailleurs de petites PME. Et effectivement, bon, par nature, l'entrepreneur prend des risques. C'est son métier et c'est sa vocation. Quand on investit, on prend des risques, il faut pouvoir les assumer. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait que ces risques finalement sont gérables? C'est d'abord d'avoir de la visibilité sur la demande, donc évidemment la visibilité sur les commandes publiques françaises, mais aussi de nos marchés à l'export. Donc cette notion de visibilité est essentielle, évidemment, et c'est ce qui va permettre de rassurer l'investisseur, l'entrepreneur, mais aussi ses financiers. Parce qu'en fait, derrière tout ça, et pour les PME en particulier, ce qui est clé, c'est évidemment que ces actionnaires ou les fonds ou les banques le suivent. Donc là, il y a un point qui est critique, qui a été un problème dans le passé pour le financement de l'industrie de défense, y compris auprès de PME, qui était considérée comme une industrie non durable ou non fréquentable. Donc ça est bien sûr fortement évolué, grâce d'ailleurs au fameux dialogue de place qui a été mis en place par Bercy, mais également bien sûr avec le ministère des Armées, pour essayer d'embarquer la finance et le secteur financier dans l'accompagnement de l'industrie de défense. Donc un des facteurs clés de succès, c'est effectivement que les PME voient ce risque comme prenable, mais surtout soient accompagnés par leurs financeurs. C'est en train de bouger. Encore une fois, on le voit dans une filière comme la nôtre. Beaucoup d'initiatives, d'investissements, de création d'entreprises et un secteur financier qui est là. D'ailleurs, au salon Eurosatori, qui ouvre ses portes lundi, auquel j'espère vous viendrez nombreux, on a pour la première fois un secteur entier de l'exposition qui est consacré à la finance. Donc des banquiers et des fonds d'investissement sont présents au salon pour rencontrer les entrepreneurs. Oui, parce que l'un des grands enseignements de l'étude sur le financement de la BITD qui a été dévoilé par Bercy il y a quelques jours, et peut-être que vous en compléterez un mot aussi, c'est qu'il y avait quand même des tensions de trésorerie dans les maillons 2, sous-traitants de rang 2, rang 3. Voilà, autant... Tout à fait. L'industrie de défense, elle est à l'image de l'industrie française dans sa globalité. C'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement, les supply chains sont fragiles, sont tendues. On rencontre beaucoup de crises de croissance aussi dans cet univers pour accompagner justement les grands donneurs d'ordre dans leur montée en cadence. Et c'est effectivement là que se trouvent les principaux goulots d'étranglement. Et c'est justement ces goulots qu'il faut qu'on arrive à traiter. Alors bien sûr, avec les grands industriels, avec les groupements et avec la direction de l'industrie de défense de la DGA qui nous accompagne pour ce faire. Benoît Laroche de Roussanne, peut-être une réaction sur la gestion de l'outil industriel. Vous, est-ce que mon expression est peut-être un peu osée, mais est-ce que vous permettez de donner des consignes peut-être sur
sur le fait, si on peut parler de capacité qui serait à vide en temps de paix, ou ce fameux bouton on-off, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous encouragez ou pas? Alors, les consignes, non. En tout cas, un dialogue exigeant, un dialogue construit, un dialogue fourni avec les industriels, oui, puisque on voit bien qu'on tourne beaucoup autour de cette question, de la capacité à monter en cadence très rapidement pour faire face à un choc. Dans cette question, il faut d'abord avoir conscience qu'elle ne se pose pas de la même façon pour l'ensemble des systèmes d'armes. Tu l'as dit un petit peu, Eric, il y a des systèmes qui sont tellement complexes que vous avez déjà réussi à faire jusqu'à x6 sur certains d'entre eux. On ne sait pas des systèmes sur lesquels on fera x100 ou x1000 le jour où on en a besoin. Donc la question, voilà, il faut aussi arriver à séparer les sujets. En revanche, il y a des systèmes d'armes plus simples, le smart mass, sur lesquels effectivement il faut être capable, le jour où on en aura besoin, dans un délai le plus court possible, de faire des surges, pas me passer l'expression, qui soient de ces ordres de grandeur-là, c'est-à-dire vraiment quelques puissances de 10. Et ça veut dire qu'il faut une préparation et il faut penser l'objet pour qu'il soit conçu pour permettre ce surge, à la fois l'objet dans sa façon dont il est pensé, mais aussi tout le schéma industriel. Les one-off et les usines sous cocon, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'exemple qui marche de ça. D'abord parce que pour produire un objet, il ne faut pas simplement la chaîne d'assemblage finale, il faut toute une chaîne de sous-traitance. Et on ne va pas mettre sous cocon l'ensemble d'une chaîne de sous-traitance jusqu'à des rangs 7 ou 8 pour préserver les capacités de production. À un moment, c'est industriel plus loin dans la chaîne pour lequel cet objet représente quelques pourcents de leur chiffre d'affaires, feront autre chose et c'est normal. Ce qu'il faut plutôt ce qu'on cherche à travailler avec les industriels, et y compris du coup avec des industriels civils, c'est d'imaginer comment est-ce que les objets qu'on aurait besoin de produire en masse peuvent être produits en petite quantité en flux continu, mais en utilisant autant que possible la chaîne industrielle civile. Et le jour où c'est nécessaire... C'est ce qu'on appelle des produits sur étagère, vulgairement. Pas vraiment des produits, c'est plutôt de concevoir l'objet pour qu'il utilise des sous-composants qui effectivement, eux, sont sur étagère, sont déjà produits en masse, et le jour où c'est nécessaire, on arrêtera de produire un objet civil pour produire l'objet militaire, mais qui pourra déjà s'appuyer sur toute une chaîne de sous-traitance qui est active et qui fonctionne. C'est plutôt ce genre de modèle que l'on essaie de développer et pour lequel certains projets ont déjà été annoncés, et on cherche d'autres pour prouver ce concept. Donc c'est vraiment ça, le one-off et la chaîne sous cocon qu'on enlève, voilà, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, sur le sujet de comment est-ce qu'on permet quand même ces montées en compétences, comme tu l'as dit Emmanuel, il y a beaucoup de levées de freins à faire. Il y a beaucoup de goulets d'étranglement qui restent encore à lever pour permettre d'augmenter les cadences et d'être prêt à produire beaucoup plus. Le financement, tu l'as rappelé, un gros travail a été fait avec nos collègues de Bercy et on voit une vraie mobilisation du secteur financier, qu'il soit bancaire ou de fonds d'investissement, pour venir accompagner ces montées en cadence pour monter. Alors ils ont besoin effectivement que ce soit rationnel, qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait une prévisibilité, d'être rassuré sur le fait que ce n'est pas une bulle, mais je crois que c'est bien le cas. Il y a aussi le sujet des compétences qui est extrêmement important. Et plus globalement, le sujet d'arriver à attirer dans ces secteurs industriels des gens de talent. On va en parler dans quelques instants des compétences, mais j'aimerais juste vous faire rebondir sur les cahiers des charges. C'est vrai qu'il y a, notamment sur les MTO, les munitions téléopérées, votre démarche a été saluée notamment sur le cahier des charges techniques, sur ce que vous demandiez aux industriels, le fait que vous ayez... proposer quelque chose, j'ai envie de dire, d'allégé, de light en termes de contraintes techniques, a été salué et d'ailleurs mis souvent en avant dans divers médias. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une démarche que vous pourrez dupliquer sur d'autres objets, sur d'autres marchés? Comment vous, au sein de la DGA, vous travaillez justement à cette simplification normative? Oui. Alors, déjà, c'est un travail qui implique la DGA, mais aussi les forces. Parce que l'expression du besoin, elle est construite avec eux. Donc voilà, il faut qu'on y travaille. Effectivement, le pacte drone, c'est à ça que vous faites référence, a été un très bel exemple qui a permis de créer un cénacle où, en dehors de toute négociation contractuelle, on a pu faire parler ensemble les forces, la DGA et des industriels, de tout type d'ailleurs, et ça fait naître de belles collaborations, parfois assez inattendues. C'est ce genre de modèle que l'on veut déployer, répliquer et étendre. C'est tout le sens d'une des actions de la DGA de combat annoncée par la ministre en janvier, de créer des centres experts référents, c'est-à-dire dupliquer cette proximité nécessaire entre les forces, la DGA et l'industrie, les trois piliers de notre schéma industriel, enfin de notre schéma de défense sur les enjeux industriels, pour étendre cette démarche à d'autres. Donc il y a un centre expert référent sur le drone naval de surface, par exemple, sur la lutte anti-drone. Et c'est par cela qu'on arrivera plus facilement à raccourcir les cycles et à nous assurer qu'on pourra être dans un timing et dans une souplesse, en tout cas une réactivité qui est nécessaire au regard des cycles technologiques très importants. Il y a aussi des initiatives qui sont faites en centrale avec ce qu'on appelle la RAC, la révolution des affaires capacitaires. Enfin, c'est du jargon, mais c'est pour dire qu'on travaille aussi avec les forces pour inverser la logique et pour aller au plus court, au plus simple dans l'expression du besoin. Ça s'applique sur un certain nombre de champs. Certains
D'autres champs resteront toujours très fortement spécifiés. Je pense notamment à des missiles qui portent l'arme nucléaire, par exemple. Ça, on ne pourra pas prendre de risques. Sur beaucoup d'autres champs, on est en train d'étendre, on va continuer à étendre cette démarche. Éric Béranger, je vous avais promis que je reviendrai, donc je reviens. Vous avez plusieurs fois, vous avez dit notre plan d'investissement actuel. Donc, le plan d'investissement de demain, c'est lequel ? Vous avez parlé de dualité. Donc, est-ce que ça va être, voilà, justement, est-ce que ça peut être un axe majeur de cette future stratégie financière, enfin future stratégie d'investissement, pardon, de MBDA ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être nouveau par rapport au plan d'investissement actuel ? Enfin, très simplement. Je l'ai dit au début, on est dans un monde, on est sur un point d'inflexion, ce qui veut dire qu'il y aura un après par rapport aux 80 ans qu'on vient de vivre après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça est en train de se définir. C'est quelque chose de très très dynamique. Deuxième point, le plan d'investissement qu'on a aujourd'hui et sur lequel et que nous déroulons aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons arrêté avant les événements en Iran. On peut dire qu'il est caduc ? Non, je ne dirais pas qu'il est caduc, mais du coup, je pense qu'il faut en permanence évaluer les conséquences de ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est ça le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est arrivé à un point d'équilibre. Je pense qu'on est dans un monde en mutation. Et donc dans ce monde en mutation, on s'adapte en permanence. On le fait d'ailleurs beaucoup en discutant avec nos clients. Et je pense que c'est très très important parce que, in fine, on est tous en train d'essayer d'anticiper. Le mot très très important, c'est l'anticipation. Et on est tous en train d'anticiper ce qui pourrait se passer. Dans notre cas, il y a deux conséquences importantes, je dirais, fondamentales. Il y a une première conséquence qui est toute la montée en puissance, le ramp-up, le scale-up, pour prendre des anglicismes, et donc l'augmentation de la production, la diminution des délais. Mais il y a en même temps la préparation du futur, c'est-à-dire que nos forces ont besoin que nous, MBDA, nous soyons pertinents dans ce qu'on leur offre aujourd'hui, mais également demain et également après-demain. Donc il y a à la fois des investissements dans nos moyens industriels de production aujourd'hui, mais il y a également beaucoup d'investissements pour la préparation des produits de demain. Et ça va... Ça balaye tout le spectre jusqu'au plus sophistiqué, puisque la DGA a annoncé hier soir qu'il nous avait passé un contrat pour le développement du successeur de la SMPA rénovée pour la SN 4G. D'ailleurs, j'en profite pour à nouveau remercier la DGA et le ministère des Armées pour la confiance qui nous est témoignée. C'est quelque chose de très très important, bien entendu. Mais sur tout l'ensemble du spectre, on est en train également de préparer ce futur. On a un calendrier pour ce futur plan d'investissement revisité ? Non, je vous ai dit, c'est une adaptation permanente. En fait. Mais il y a forcément un moment où il faut prendre des décisions, il faut acter. Ben ça, c'est notre job, on prend des décisions en permanence. Faut qu'on se reparle quand alors ? Je vous ai dit, c'est un processus absolument permanent. Très bien. Mathieu Louveau, je vais prendre la balle au bon d'Éric. Est-ce que, par exemple, ce plan de 600 millions d'euros sur le site de Marignane, est-ce qu'aujourd'hui, lui aussi, il est un petit peu dépassé par les événements ? Est-ce que Airbus Hélicoptère se projette déjà sur d'autres investissements, justement, toujours avec ce spectre de la dualité, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ? Je pense que dans les hélicos, on est soumis à un cycle moins brutal, moins violent que dans les missiles. Hein. À l'évidence, les hélicos, heureusement d'ailleurs, ne sont pas utilisés ou détruits dans des quantités comparables. Donc il y a clairement une augmentation. Il n'y a pas une augmentation aussi spectaculaire que dans les missiles. On n'a pas de x6. Sur certains programmes, par exemple comme le H145, on est au-delà du x2.
sur des programmes qui montent en cadence aussi, mais là c'est naturel parce que c'est des nouveaux programmes comme le H160, on est parti de 0 bien sûr pour arriver maintenant à 40, et une fois que la version militaire sera en production, on sera environ 60 par an. Donc on a une croissance, elle est quand même à la fois amortie par le poids du marché civil qui représente environ la moitié de nos activités, et d'ailleurs par le poids de l'après-vente qui représente aussi la moitié de nos activités et qui a des cycles un peu moins violents, et donc elle est absorbable par le plan d'investissement que nous avons aujourd'hui. En revanche, celui-ci, il faut le mener à bien. On a bénéficié d'un peu de soutien de France 2030 pour faire la première tranche, ce qui est excellent. On espère que ce sera le cas des suivantes. L'environnement français pour investir dans l'industrie a quand même besoin de continuer à s'améliorer. Je crois qu'il y a eu un soutien par des dispositifs justement comme France 2030 qui ont été assez forts, mais la compétitivité en France, le poids des charges, le poids des autorisations, le poids des délais de recours sont quand même des éléments qui ralentissent l'investissement. À un tel point finalement qu'on a été extraordinairement rapide pour Notre-Dame. Il y a une très bonne décision, je pense, du président qui a dit on va faire 100 ou 150 Notre-Dame industriel. Notre-Dame, ouais. Ce qui est quand même un signe en creux que le système laissé à lui-même pénalise et ralentit l'investissement industriel. Si on est obligé de faire 150 exceptions, c'est que le système est quand même pas le bon. Donc à un moment donné, il va falloir le traiter. Il va falloir alléger le poids des réglementations et des recours qui est devenu totalement excessif et totalement disproportionné par rapport à ce qu'on vit aux États-Unis, en Chine ou d'ailleurs en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Enfin, l'Europe est vraiment l'endroit de la planète où on a mis le plus d'obstacles à l'investissement industriel. Donc il est paradoxal de vouloir faire un ramp-up industriel très rapide dans la défense et de ne pas traiter ce problème qui dépasse l'industrie de la défense, bien sûr, qui concerne l'ensemble de l'industrie. Est-ce que votre réflexion est propre pour toute l'industrie, ou est-ce que, par exemple, ça serait l'industrie de défense qui devrait bénéficier d'un régime d'exception, si on peut se permettre? En partie, je pense que ce sera partiellement le cas, dans des cas très critiques, mais je pense que c'est toute l'industrie qui doit en bénéficier, honnêtement, ce qui est très vrai pour l'industrie aéronautique. L'industrie aéronautique, c'est la plus exportatrice en France, c'est plus de 30 milliards dans la balance commerciale. La France industrielle repose d'une manière incroyablement forte sur l'aéronautique et la défense, d'ailleurs. Donc évidemment, elle en bénéficiera à ce titre, mais je crois que c'est l'ensemble de l'industrie en France qui doit aujourd'hui, on doit revoir, ne serait-ce que ces questions d'autorisation et de recours, qui ne représentent pas un effort budgétaire particulier, c'est simplement un effort d'allègement des réglementations. Le gouvernement vient d'annoncer que les recours devant le tribunal administratif seraient, à partir du 1er juillet, ne seraient plus possibles, notamment directement près de la cour d'appel. C'est des très bonnes étapes. Voilà. Je pense qu'il faut faire encore plus, et il faudra évidemment aussi s'adresser un moment au poids des charges et à la question globale, mais ça sera, j'imagine, la question de l'année prochaine, entre les fonctions régaliennes et les fonctions sociales de l'État. Peut-être une petite réaction, Emmanuel Levaché, sur ce qui vient d'être dit justement sur cette lourdeur administrative autour de l'investissement. On reviendra très rapidement sur le financement qu'on a survolé tout à l'heure, mais voilà, est-ce que la filière vous fait remonter un peu cet état de paralysie normative? En paralysie, c'est un grand mot, mais évidemment, oui. Et encore une fois, quand on a adressé ce genre de problème en tant que grand groupe, c'est déjà pénible, mais on pense avoir quand même quelques leviers, une influence pour essayer de faciliter un peu les choses. Mais en tant que petite entreprise, on se sent effectivement probablement plus démuni et plus accablé, et avec moins d'options aussi pour aller ailleurs. Voilà, donc effectivement, ce sont des freins qui concernent l'ensemble de l'industrie et qui, bien sûr, pénalisent en partie l'industrie de défense et sa nécessaire agilité. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce que c'est un petit peu maintenant des lieux communs, mais c'est une réalité. Donc il faut effectivement le prendre à bras-le-corps et le traiter. On le voit, il y a quand même le volume de commandes augmente dans l'industrie de défense. Enfin, les chiffres quand même le démontrent et personne ne le conteste. Bien sûr, quand le budget est voté chaque année à l'Assemblée nationale sans heure, et ça c'est encore un autre sujet. Est-ce que le ruissellement dans la filière se fait en bonne et due forme, j'ai envie de dire? Est-ce que vous avez des remontées de terrain parfois un peu critiques? Non, pour nous, maîtres d'œuvre ou
les grands MOI, comme on dit, les grands donneurs d'ordre, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, on fait ruisseler au sens quand on reçoit une commande, évidemment, on en passe à nos fournisseurs. Quand on passe une commande à nos fournisseurs, on a des engagements en termes de plan de paiement, en termes de justement leur donner la visibilité que nous recevons. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de critique à avoir. C'est presque une mécanique. Si on ne passe pas les commandes à temps à nos fournisseurs, eh bien, on n'aura pas nos pièces et on ne pourra pas produire, on ne pourra pas livrer. Donc, je parle sous le contrôle de mes deux amis et collègues ici, mais pour nous, il n'y a pas de problème. Et on fait ruisseler ce qu'on reçoit. Le problème, c'est quand on ne reçoit pas à temps les commandes ou les paiements, évidemment, on ne peut pas les faire ruisseler. Donc, il n'y a pas de sujet. C'est une mécanique bien huilée. Et de toute façon, on a intérêt, encore une fois, à le faire le plus rapidement possible vis-à-vis de nos fournisseurs ou de nos partenaires. Benoît, vous êtes un bon payeur du coup? Payeur, oui, l'État paye bien, et avec d'ailleurs une attention particulière aux PME ETI. On paye en moins de 20 jours les PME ETI, donc je crois que ce n'est pas le sujet. Non, le sujet du ruissellement... Taquine, rassurez-vous, oui, non, mais... je n'ai pas d'informations. Pas aujourd'hui. Le sujet du ruissellement, on le regarde de très près dans le cadre du plan PEPS, avec l'ensemble des maîtres d'œuvre qu'on reçoit tous les ans, à qui d'ailleurs on attribue une note aussi pour leur travaux et les résultats qui sont faits, et des grands efforts sont faits, comme tu le disais Emmanuel, pour apporter cette visibilité. Ensuite, le sujet, c'est que la visibilité, elle est entre le rang 1 et le rang 2, mais elle doit aussi être entre le rang 2 et le rang 3, le rang 3 et le rang 4, etc. Et donc c'est ce ruissellement jusqu'au bout de la chaîne dont on a identifié qu'il fallait qu'on continue à bien le travailler. Ce ruissellement, il y a aussi quand même un sujet de partage des hypothèses, parce qu'effectivement, la visibilité... C'est certes des commandes, ça c'est le niveau le plus fort de la visibilité, mais il y a aussi une zone grise qui sont des anticipations, des discussions qui sont en cours, qui ne sont pas encore complètement finalisées, mais dont on sait qu'elles vont bien aboutir. On a le sentiment que ce partage plus stratégique avec les fournisseurs pourrait peut-être parfois être un peu plus grand pour sortir du débat un peu stérile de tant que je n'ai pas la commande, je ne lance rien. Heureusement, la réalité est plus nuancée que celle-là, et c'est vers là qu'on doit plus travailler. Il nous reste 7 minutes et j'aimerais rapidement qu'on aborde, pour le coup ça sera très rapide tous les quatre, mais j'aimerais qu'on parle un peu des compétences. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent avec vous. Pour commencer, Eric, justement, donc voilà, 5 milliards d'euros d'investissement actuellement d'ici 2030, donc ce qui inclut des projets de recrutement. Justement, sur le projet d'usine que vous avez annoncé hier à Orléans, on parle de plusieurs centaines de recrutements à terme. Pour l'instant, on parle de quelques dizaines dans un bâtiment existant, et après la montée en charge sera de plusieurs centaines. Aujourd'hui, quelle est la situation dans l'industrie de défense? Est-ce qu'on parle d'une situation critique, ou est-ce que l'industrie de défense attire de par justement cet aspect un peu de souveraineté? On parlera tout à l'heure avec la DGA sur la task force qui a été fondée avec France Travail, justement dédiée à l'industrie de défense, au recrutement dans l'industrie de défense. Vous, en tant qu'industriel, quelle est la situation aujourd'hui sur le recrutement? Alors là, je ne vais pas m'exprimer pour toute l'industrie de défense, parce que je ne pense pas avoir en tête tous les cas particuliers. Je vais m'exprimer pour MBDA. Pour MBDA, on arrive à recruter. Je ne dis pas que ça se fait forcément il faut se retrousser un manche, il faut le faire, mais on arrive à trouver les compétences dont on a besoin, et pas seulement des compétences intellectuelles, par exemple simplement des soudeurs, par exemple, beaucoup de compétences dont on a besoin pour faire des objets mécaniques aussi. Et parmi ces efforts que nous faisons, il ne vous échappera pas qu'en ouvrant un nouveau site à Orléans, ça nous permet d'accéder à un autre bassin d'emploi. Quand on rachète une entreprise dans la zone de Lyon, qui nous permet finalement d'intégrer dans la sphère MBDA à peu près 200 ingénieurs, là aussi on accède à un autre bassin d'emploi. Donc on utilise tout ce qui est à notre disposition pour s'assurer qu'on va aller chercher toutes les compétences dont on a besoin, mais même s'il faut faire des efforts, jusqu'à maintenant on y arrive. Même question pour vous, Mathieu Levaux. Est-ce qu'il y a, pour vous, quelle est la situation sur la filière hélicoptère? J'ai vu que sur Marignane, notamment, vous avez lancé l'Académie de l'hélicoptère, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, l'Académie de l'hélicoptère et le pacte Sud-Avenir Hélico. On a un plan pour former plus de 5000 personnes pour la filière, dont sans doute 4000 pour être embauchées par Airbus Hélicoptère. Donc on est très accompagné, et je pense qu'il y a un bon soutien de la région, en particulier Sud, pour la filière.
On s'implique dans la formation, on la prend plus en main nous-mêmes, et je pense que c'est indispensable, mais avec l'accompagnement de toute la filière. Donc oui, on arrive. On a eu un moment un petit peu difficile en sortie de Covid, mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive plus facilement à trouver les compétences. On est aussi sur une remontée, très brutale juste après le Covid. On est sur une croissance qui est forte, mais plus stable aujourd'hui. Moi, j'ai une inquiétude à titre personnel, mais je pense qu'elle est largement partagée. Je pense en France en général. Le niveau relevé par les enquêtes PISA de formation, en particulier en mathématiques, mais je crois que même le français est important dans cette affaire, dans l'enseignement secondaire en particulier, c'est une vraie menace pour l'ensemble de l'industrie française à terme. Donc je pense que quand on parlait des fonctions régaliennes de l'État, la capacité de l'État à assurer ce niveau de formation élémentaire générale qu'on pourra spécialiser ensuite pour nos filières est fondamentale. On va avoir besoin de compagnons, on va aussi avoir besoin d'ingénieurs, évidemment, en grande quantité. C'est le cas d'Airbus Hélicoptère. On a une montée en cadence presque encore plus forte sur l'ingénierie que sur la production. Et il est indispensable que cette fonction-là, pour l'ensemble de l'industrie française, soit assurée plus efficacement. Mais à court terme, en tout cas, le soutien public a été efficace, je dois dire. Le niveau de formation est bon et on arrive aujourd'hui à trouver globalement les compétences dont nous avons besoin. Même question pour vous, Emmanuel Levachis, mais ce sera peut-être plus le directeur général d'Arcus que j'ai envie d'entendre sur cette question. Comment ça se passe, cette fameuse montée en cadence aujourd'hui en termes de recrutement ? Je confirme ce qui vient d'être dit. On trouve, ça demande des efforts. On bénéficie aussi quand même d'un certain retournement du marché dans d'autres secteurs connexes, en particulier l'automobile. Donc moi je reçois énormément de CV d'ingénieurs qui quittent Renault ou Stellantis. Il y a plus ce débat sur on ne veut pas travailler dans l'industrie de défense comme il y a pu avoir chez certains collaborateurs, sans citer Renault. Non, beaucoup moins. Alors cette réticence, elle existe peut-être, mais cela on les voit pas. Et en revanche, on est, je pense, encore une industrie de plus en plus attractive. Et d'ailleurs, on le ressent. Alors là, je parle pour la filière. Globalement, la défense, c'est plus de 220 000 emplois en France, 70 000 recrutements à faire dans les 2-3 ans qui viennent. Donc il y a un appel d'air énorme. Sur le terrestre, c'est 55 000 personnes aujourd'hui. 15 000 personnes à recruter dans les 2-3 ans qui viennent. Donc là aussi au niveau des groupements, on fait beaucoup d'efforts pour accompagner le mouvement. Effectivement, recrutement, ça veut dire aussi mettre en direct les candidats avec les entreprises, y compris les petites. Et puis les efforts de formation, dont je souscris complètement à ce qui a été dit, et aussi le fait que les entreprises finalement prennent en main la formation au travers d'écoles des métiers à tous les niveaux, mais aussi des niveaux plus élevés, pour qu'on adapte en fait les compétences à ce dont on a besoin. Donc ça va encore, mais effectivement on peut quand même se faire un peu de soucis pour l'avenir un peu plus lointain. Dernière question pour vous, Benoît, justement sur comment la DGA gère cette question de la compétence. Je le disais tout à l'heure, il y a eu cette initiative avec France Travail qui a été lancée, qui est chapeautée par une ancienne générale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, justement dédiée à l'industrie de défense. Donc aujourd'hui, comment vous travaillez sur... Le sujet des compétences et de la manœuvre à tous les niveaux, ouvriers, techniciens, ingénieurs, a été très très tôt identifié comme un des points clés à résoudre pour accompagner la montée en cadence de l'industrie de l'armement. Comment on agit, comme vous le dites, dès 2024, un partenariat avait été signé avec France Travail, et donc qui est renforcé et élargi par la création de cette task force, qui va concrètement, pour donner quelques exemples, nous aider d'abord à faire connaître auprès de toutes les entreprises de la BITD que nous connaissons très bien, puisque nous en visitons plus de 1000 par an, aider ces entreprises à connaître d'abord l'accompagnement que France Travail peuvent leur apporter, parce que c'est pas toujours bien connu, de l'accompagnement pour le recrutement, mais aussi nous assurer que quand nos entreprises ont des besoins, nos entreprises ne partent pas, mais vous voyez ce que je veux dire, d'entreprises qui nous intéressent particulièrement ont des besoins, ces besoins sont regardés très près par France Travail, et aussi peut-être essayer d'avoir une approche par bassin d'emploi, parce que certains bassins d'emploi, tu le mentionnais Eric notamment, à Bourges, sont très positivement impactés par la croissance. Et donc comment est-ce qu'on a une approche globale de ces sujets ? Parce que pour pouvoir recruter, il faut que des gens puissent venir. Les gens sont relativement peu mobiles en France. Il y a le sujet de l'emploi du conjoint, du transport, de l'éducation. C'est un sujet vraiment global qu'il faut qu'on traite. L'autre point, on l'adresse aussi par le bas, si je puis dire, par le début. Nous avons un partenariat avec la région académique d'Île-de-France pour aussi, dès le moment de la formation,
formation, d'assurer que les formations qui soient proposées ou les nouvelles classes qui sont ouvertes, notamment dans la formation technique, soient sur des secteurs sur lesquels on pourra leur assurer qu'il y aura du débouché. On en a besoin, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Très très rapidement, est-ce que vous conseillez à des industriels de flécher certaines régions? Je me permets comme ça, parce que j'ai encore en tête les propos d'Éric. Voilà, justement, on vous dit, voilà, venez, allez dans cette région. Plutôt, il y a un taux de chômage, ou en tout cas, il y a un bassin d'emploi peut-être plus facilement mobilisable que Bourges. Enfin, voilà. Est-ce que ça fait partie des discussions? Ça fait partie des échanges que l'on a avec des industriels français ou même parfois étrangers qui veulent s'implanter, qui pensent tout de suite les grands bassins d'emploi militaires existants, bien connus, le centre de la France, le sud-ouest, le sud-est. Bon, on les alerte parfois un petit peu là-dessus, en fonction de ce que vous voulez faire. Attention, sur les bassins d'emploi très tendus. À l'inverse, il y a des compétences, notamment des compétences industrielles dans le nord-est, par exemple, qui sont plutôt tournées historiquement vers l'automobile et très peu vers l'industrie de défense, pour des raisons historiques assez évidentes. On est plutôt mis les régiments au nord-est et l'industrie au sud-ouest. Ça fait que là, il y a des compétences, il y a des talents qui peuvent être plus facilement disponibles. Donc oui, on essaie aussi d'accompagner les industriels avec cette approche globale pour qu'ils puissent s'implanter le plus facilement possible. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut les applaudir.